Re-bienvenue aux Attachés de Pride, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Maintenant, on s'entretient avec le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Sherbrooke, M. François Weiss. M. Weiss, bonjour. Bien, bonjour Nicolas, bonjour à vos auditeurs. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous de m'avoir invité, c'est vraiment apprécié. Donc, tout simplement, pour commencer, c'est une question qu'on pose à tous les candidates qui se joignent à nous à notre émission. Donc, pourquoi s'investir en politique et pourquoi avec le Parti libéral du Québec? Quelles sont les valeurs qui vous rejoignent le plus à travers le parti? Bien, en fait, pourquoi m'impliquer en politique? Ça fait longtemps que je m'implique quand même comme militant libéral, mais en fait, même avant d'être un militant libéral, moi, la politique a quand même toujours occupé une grande place dans ma réflexion, dans mon intérêt en tant que citoyen. Puis depuis plus d'une dizaine d'années, je m'implique activement comme militant libéral à Sherbrooke. Le Parti libéral, pourquoi? Mais pour moi, c'est le meilleur véhicule, surtout cette année. C'est le meilleur véhicule pour transmettre mes valeurs, autant au niveau du développement économique que de l'environnement. Tu sais, en fait, on est à un tournant. Les changements climatiques, on est dans une urgence de poser les bonnes actions, de changer la société que l'on connaît. On se doit de la modifier si on veut conserver notre qualité de vie. Donc, on a une très belle occasion de se démarquer. Puis moi, je suis convaincu que le Parti libéral est la meilleure organisation pour pouvoir réaliser les projets qu'on se doit de faire en tant que société. Vous savez, le Parti libéral a marqué à jamais le Québec. C'est le Parti libéral qui a mis en place l'hydroélectricité, que ce soit le projet d'Hydro-Québec, les barrages sous Robert Bourassa, la nationalisation d'électricité sous Jean Lesage. Donc, c'est un parti qui a fait en sorte d'avoir modifié la société à cette époque-là. Puis aujourd'hui, on en bénéficie. Puis on arrive en 2022. Puis dans les grands projets, on devra s'affairer à gérer les changements climatiques, nos habitudes de consommer. Puis on a devant nous une occasion, peut-être l'occasion du siècle pour modifier notre société. Vous avez mentionné, M. Weiss, que vous êtes un militant libéral depuis plusieurs années. En 2018, vous êtes déjà présenté aux élections, mais cependant dans la circonscription de Johnson. Pourquoi vous êtes présenté à Sherbrooke cette fois-ci en 2022? Ben écoutez, Johnson, et on peut voir ça pour moi comme une occasion de parfaire mes habiletés en tant que candidat. C'est une circonscription que depuis de nombreuses années n'avait pas été libérale. Donc c'est une belle occasion pour moi de faire valoir les valeurs libérales, de rencontrer les gens sur le terrain. Puis une circonscription qui était tout juste au nord de chez nous. Donc c'était près de la réalité. C'est une circonscription qui était agricole. Donc j'avais un grand intérêt à aller là. Pourquoi Sherbrooke? Mais Sherbrooke, c'est vraiment l'endroit où je m'implique depuis mon arrivée en Estrie. Tu sais, moi, je suis arrivé à Sherbrooke en 2007 et depuis ce temps-là, j'ai jamais cessé de m'impliquer à Sherbrooke au sein de la communauté d'affaires, au niveau de différents organismes de l'Université de Sherbrooke par le Vert et Or. Donc, Sherbrooke, pour moi, c'est chez nous. Là. C'est une question un petit peu plus personnelle, mais pourquoi le Vert et Or? Puis quelle était votre implication avec le Vert et Or? Vu que je vous pose la question puisque je suis un ancien étudiant athlète du Vert et Or, donc écoutez, je suis très curieux. Je lève mon chapeau. Je suis toujours content d'en rencontrer. Pourquoi le Vert et Or? En fait, quand je suis arrivé à Sherbrooke, moi, c'était pour diriger l'Imocar. J'étais le dirigeant de Transdel qui possède l'Imocar. Puis, rapidement, j'ai rencontré Alain Lapointe à l'époque qui m'a parlé du programme. Puis, pour moi, c'était clairement dans mes valeurs, dans mon intérêt personnel, on s'entend. Donc, il m'a davantage fait connaître le football, l'Université de Sherbrooke. Donc, je me suis impliqué dès le début, dès 2007. À un moment donné, on a créé le club des capitaines, qui étaient des gens issus de la communauté sherbrookoise qui aidaient l'équipe, tant au niveau de son financement que ses relations avec la communauté, que même les relations avec les joueurs, ces choses-là. Donc, je me suis impliqué à ce niveau-là. J'ai même mis en place le programme parrainage. À l'époque, une personne issue de la communauté, une personne influente pouvait parrainer un joueur. Parrainer un joueur, oui, c'est financier, mais c'était également au
niveau de son implication dans la communauté, lui faire rencontrer des gens, lui faire connaître Sherbrooke, donc de rendre l'aventure vers et hors, l'aventure de l'université davantage enrichissante, autant pour la communauté que pour que l'étudiant. Donc, c'était vraiment un beau programme. Donc, mon implication vraiment tournée autour de différents comités là, autour de l'équipe. Monsieur Weiss, comment pensez-vous que votre parcours en tant qu'ancien entrepreneur et gestionnaire, en fait, même du Transdev et de l'Imocorp, peut améliorer et servir la société ici même à Sherbrooke? Écoutez, j'aime votre question, là, c'est vraiment pertinent. Le transport à Sherbrooke, il faut le connaître premièrement. Tu sais, mon expérience, c'est que oui, j'ai siégé sur le Centre de mobilité durable de Sherbrooke. Je connais la réalité. Puis en fait, tu sais, j'ai fait moi-même des expériences de comment on change les habitudes des gens. Parce que il ne s'agit pas d'imposer un système de transport aux Sherbrookois. Il faut d'abord que les Sherbrookois aient un intérêt, puis veulent, avec raison, modifier leurs habitudes de déplacement. Et ça se fait pas en imposant des modes de transport, ça se fait avec des petits gestes. Puis les petits gestes, mais en fait, là, moi, j'ai toujours 3 éléments clés. La flexibilité, la qualité et le temps. Pour que les gens fassent un choix de transport collectif, il ne faut pas que ça soit réellement plus long que s'ils prendraient sa voiture personnelle. Également, ça prend de la qualité, donc un confort, des bons véhicules. Puis qu'on parle d'un train, qu'on parle d'un tramway, qu'on parle d'un autobus, là, ça prend une qualité de véhicule, être confortable. Puis la flexibilité, c'est la fréquence, le nombre de départs qui soient aux bons endroits pour répondre à nos besoins. Donc, Sherbrooke, ce qu'ils ont besoin, là, c'est d'un système de transport qui va répondre aux besoins actuels, là, les besoins de 2022 puis de 2023, avant de penser, puis peut-être imaginer que seront les besoins dans 20 ans, parce qu'on a beaucoup plus de chances de se tromper. Donc, moi, mon expérience, là, c'est vraiment d'être la seule personne qui est spécialisée pour aider, là, moi je vous dis bien, là, aider les gens ici à Sherbrooke, les gens de la Société de transport de Sherbrooke, les professionnels, l'élite des transports, les aider à mieux développer leur système de transport, à mieux développer leur offre de transport aux Sherbrookois. Donc, c'est vraiment ça que mon expérience va venir appuyer là, ce qui se fait à Sherbrooke. Concrètement, est-ce que ça passe par une augmentation de l'offre de service, par dans le fond, un étalement peut-être du service pour qu'il soit desservi un peu plus dans toutes les parties de la ville, puis j'imagine qu'il y a une plus grande fréquence des autobus, là, si je comprends bien votre réponse, là, c'est bien ça que vous voulez davantage mettre en place dans le transport en commun à Sherbrooke? Mais la première des choses, c'est d'avoir des solutions de transport qui respectent la capacité de payer des Sherbrookois. Puis pour le moment, la Société de transport de Sherbrooke a des difficultés, fait des déficits. Parce que dans les derniers mois, on l'a vu, les carburants ont augmenté, donc il y a un déficit d'opération. Donc nous, là, notre organisation, puis ma position, là, c'est premièrement de dire, écoutez, là, avec la ville, on s'est engagé à revoir tout l'aspect financier, le financement des villes. Ça inclut aussi les sociétés de transport. Donc, s'assurer que la Société de transport de Sherbrooke ne manque pas de financement pour leurs besoins d'opération et leurs besoins aussi de se développer. C'est la première des choses. Ensuite de ça, effectivement, Sherbrooke, puis ça, c'est rapidement, là. C'est pas dans 10 ans, c'est cette année, c'est en 2022 et en 2023, c'est d'augmenter la fréquence sur des lignes achalandées, c'est d'augmenter la desserte dans le pourtour de Sherbrooke. Donc, on pense au quartier là, de Saint-Élie, de Deauville, de certains secteurs d'Ascot, de l'est de Sherbrooke. Nous devons, si on veut, réussir à convaincre des gens de dire, écoutez, moi, là, j'ai 2 voitures, une serait suffisante pour mon ménage, donc on va se départir d'une voiture puis on va utiliser le transport en commun. C'est vraiment agréable de faire ça, mais eux, ils se doivent d'avoir une garantie parce qu'ils peuvent pas prendre le risque de se dire, écoutez, là, une journée, là, moi, l'autobus passera pas ou l'autobus va être bondé, puis je vais arriver en retard au travail ou je vais arriver en retard à mes cours, ça fonctionne pas. Donc, il faut vraiment avoir une assurance que les gens vont avoir le transport qu'ils ont besoin au moment où ils l'ont besoin. Puis ça, c'est vraiment l'étape 1. C'est l'étape 2. Après, s'assurer du financement, c'est de s'assurer qu'on va augmenter la fréquence, qu'on va augmenter la desserte dans certains secteurs de la ville. Puis on peut même imaginer, là, puis c'est déjà dans le rapport de développement du transport structurant Sherbrooke que la STS a fait, c'est de mettre en place des lignes de haut niveau de service. Ça, c'est des autobus à haute fréquence. Ça, c'est des autobus qui passent à une fréquence de 5-10 minutes. Je vais faire un exemple, là. C'est ce qui se passe dans la capitale nationale, donc à Québec, sur le boulevard à Sainte-Foy, sur la Grande Allée. C'est des autobus qui passent rapidement, qui desservent rapidement l'Université Laval.
Donc, c'est des choses comme ça qui, concrètement, on est capable de mettre en place à Sherbrooke, surtout avec des véhicules qui seront électriques là, dans les prochaines années, puis même, j'ai tendance à dire moi, parce que c'est bientôt. Mais encore là, faut se donner le temps que la technologie du transport du transport électrifié dans le transport collectif soit rendue ici, parce que c'est pas tant évident que ça. Là. On est au premier balbutiement d'autobus qui fonctionne, surtout dans les climats d'aujourd'hui, à l'électricité. Donc, il faut aussi se donner le temps d'adhérer à cette technologie-là pour éviter de tout précipiter, d'avoir les problèmes technologiques qui vont s'en suivre, puis donc des problèmes d'opération et de fiabilité de service. Continuons dans le domaine du transport, vu qu'on est quand même bien lancé. Il y a le projet Montréal-Sherbrooke, le lien. Il y a des parties qui prônent seulement un train avec un trajet spécifique. Il y en a d'autres que c'est un autre train. Il y en a que c'est plus l'avion, le train. On ne sait plus trop vraiment où se repérer. On sait que les Sherbrookois sont davantage favorables à ce qu'il y ait un train qui se développe. Là, dans le dernier sondage qui a été fait par la Tribune, là, c'était environ 71% des Sherbrookois qui étaient en faveur d'un train. Au Parti libéral du Québec, c'est qu'est-ce qu'on envisage pour le trajet Montréal-Sherbrooke? Ben, Montréal-Sherbrooke, pour la clientèle qui a un besoin de se déplacer entre ces deux villes-là, c'est clairement un train. Mais un train, là, c'est des ententes avec les compagnies ferroviaires. Pour l'instant, là, dans tous les chemins de fer au Québec, là, la marchandise a priorité. On le voit là, quand on prend le Montréal-Québec, si on croise un train de marchandises, le train de Via va se mettre sur la voie d'évitement, puis le train de marchandises va passer. Donc, ça crée des délais. Donc, si on veut créer un système ferroviaire qui va être performant pour les passagers, mais il faut moderniser notre chemin de fer pour augmenter la vitesse. Parce que présentement, on peut pas mettre un train assez rapide pour qu'il compétitionne l'auto. Là. On va être vraiment à des minutes. C'est 1 heure, 1 heure et demie plus long qu'en automobile. Et là, on ne réussira pas à convaincre des gens de payer pour prendre le train pour se rendre à Montréal. Donc, c'est la modernisation des tracks. Et là, présentement, Canadien Pacifique, qui est propriétaire de ce tronçon-là, sont déjà en train de faire des modifications parce qu'eux ont ce besoin-là pour les marchandises. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est laissons-les avancer. Et pendant ce temps-là, c'est un partenaire privé qui met de l'argent à ce niveau-là. Mais nous, concentrons-nous à augmenter l'offre entre Montréal et Sherbrooke, d'attirer le maximum de passagers entre Montréal et Sherbrooke. Donc, dans les prochains mois, là, qu'est-ce que l'on peut faire pour favoriser le transport collectif entre Montréal et Sherbrooke? Puis c'est de regarder ce qui se fait présentement, puis ce qui est facile, ben, c'est les autobus. Donc, il va falloir regarder à ce niveau-là pour voir comment on peut augmenter l'offre, augmenter les utilisateurs qui vont justifier un train rapidement. Moi, là, ce que je m'engage, puisque le Parti libéral s'engage, là, c'est d'être un acteur important pour trouver les solutions pour justifier un train, trouver un opérateur pour ce train-là, que le Canadien Pacifique fasse les concessions et la modernisation de son réseau pour qu'on puisse avoir ce projet-là. Donc, on est à un niveau où il faut prendre des actions, des actions qui seront concrètes et des actions qui vont être porteurs aussi dans la réalisation de notre train dans les prochaines années. Donc, ça, là, c'est pour le Montréal-Sherbrooke. Vous m'avez un peu parlé de l'aéroport. L'aéroport, c'est une autre clientèle. C'est pas une clientèle qui a comme destination Montréal. C'est une clientèle qui a comme point de passage Montréal pour se rendre ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui travaille à l'Université de Sherbrooke, qui est un chercheur, ou qui a une conférence à aller voir ailleurs dans le monde ou ailleurs dans le continent nord-américain. C'est des entreprises manufacturières, des gens de développement économique. Puis eux, ben leur temps, c'est important. Puis présentement, ben de partir pour aller prendre un vol souvent tôt à Montréal le matin, ben c'est de partir la veille avec sa voiture, souper à Montréal, prendre une chambre d'hôtel à Montréal, le lendemain prendre l'avion, se rendre à destination, avoir la conférence ou la rencontre d'affaires, revenir à Montréal, souvent en soirée plus tard, après une grande journée. Donc encore là, un hôtel, un souper à Montréal. Ensuite de ça, prendre le transport, revenir à Sherbrooke. Donc, c'est beaucoup de temps perdu. Puis les gens le disent. Puis quand on fait venir des PDG d'entreprises pour se développer dans la région de l'Estrie, ben quand ils arrivent à Montréal puis qu'ils prennent l'auto pour se rendre à Sherbrooke, ils font 1h45 peut-être de voiture, mais ils trouvent ça loin. Donc, ils se disent, écoutez, y a-t-il un aéroport plus proche? Donc, c'est un enjeu. C'est une clientèle qui est différente du train, mais c'est un enjeu de notre développement économique. Puis c'est pas un nouvel enjeu, c'est un enjeu de développement économique depuis des années. Puis là, il est temps là, de mettre la main à la pâte, puis de voir à trouver un transporteur qui est prêt à nous offrir des dessertes à certains moments pour offrir un service à ces gens-là. Donc, moi, un ou l'autre des projets,
ce ne sont pas des projets qui sont compétitifs. Ce sont des projets qui sont complémentaires. Puis encore là, il faut le faire avec la capacité de payer des Sherbrookois. Donc, c'est de trouver des partenaires privés qui vont nous aider à réaliser tout ça. À la lumière de votre réponse, moi, je voudrais pousser un peu plus loin. Vous dites que c'est le projet du train et de l'aéroport, c'est deux clientèles différentes. De la manière que vous l'avez expliqué, je veux vous relancer là-dessus par rapport à si un PDG d'entreprise, par exemple, de l'extérieur arrive à Montréal et il peut utiliser le train qui arrive à Sherbrooke à une très bonne vitesse, qui a un très bon roulement. Dans mon esprit, ça peut être autant pas nécessairement compétitif, mais autant complémentaire qu'un aéroport qui atterrit directement à Sherbrooke. Je vous mets en contexte parce qu'il y a l'argument à l'heure actuelle des changements climatiques, des émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on veut mettre de côté le projet de l'aéroport? Donc, que répondez-vous à ça? Ou est-ce que le train pourrait, justement, en tout cas selon moi, et qui peut-être je me trompe, pourrait aller rejoindre ces deux types de clientèle et autant aider la situation économique de Sherbrooke? Bien, écoutez, le train va rejoindre une plus grande partie de la clientèle, c'est clair, c'est non discutable. On sait que ça va convenir à la majorité de la population. Mais encore là, est-ce que nous avons suffisamment de demandes entre Montréal et Sherbrooke dans les prochaines années pour investir autant d'argent dans un train? La réponse que je vais vous dire, c'est oui, mais il faut la travailler. Donc, il faut dès aujourd'hui commencer à faire augmenter les besoins de transport collectif entre Montréal et Sherbrooke, puis il faut la justifier si on veut réussir à convaincre un transporteur qui va pouvoir le faire. Pour l'aéroport, c'est pas tout à fait la même clientèle. Vous avez raison qu'il y a des gens qui veulent se rendre à Montréal, que le train va faire le travail. Pour l'instant, faut que le REM soit complété vers l'aéroport. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une connexion entre le train Montréal-Sherbrooke et le REM, parce que le train Montréal-Sherbrooke ne se rendra pas à l'aéroport. Donc, il y a plusieurs choses à changer. Et là, moi, j'ai pas envie de dire au développement économique de Sherbrooke, dans 10 ans, dans 15 ans, on va avoir la meilleure solution pour vous rendre. Puis, il y a toujours, vous savez, là, c'est pas à notre niveau, à moi et à vous, là, mais il y a des gens qui voyagent par souci de performance ou quoi que ce soit, mais qui ont des avions pour les entreprises. Il y a des grandes entreprises qui ont des avions nolisés pour eux, puis ils se déplacent là. Moi, entre autres, ici à Bromont, on a des dirigeants de IBM, on a des gens de Dalsa. Ils arrivent en avion ici pour voir leur usine, puis quand ils débarquent de l'avion, là, ils rouvrent la porte, puis sont à quelques centaines de mètres de leur usine, de leur entreprise. Donc, c'est essentiel qu'à Sherbrooke, on puisse retrouver une proximité similaire si on veut bien développer. Donc, faut pas voir que c'est en opposition. C'est pas la même clientèle, c'est pas le même nombre de clientèle non plus. Parce qu'on pose la question à la population générale, il y a beaucoup moins de personnes qui ont ces besoins-là autant précis que des besoins de rapidité. Mais ça, le trafic aérien, là, il faut y travailler pour réussir à diminuer les gaz à effet de serre que ça émet. Mais le trafic aérien ne changera pas du tout au tout dans les 10, 15, 20 prochaines années. Là. Ça va être les technologies électriques. On l'a vu, même que Air Canada ont commandé des avions qui seront électriques là, pour des courtes distances ici au pays. Donc, je souhaite qu'on réussisse à trouver une énergie beaucoup plus propre pour l'aviation, mais l'aviation, pour moi, elle est là pour rester. Et c'est un transport qui est très, très en demande économiquement, puis on ne se privera pas de ça non plus à Sherbrooke. On va maintenant discuter d'un autre enjeu qui est quand même assez local. On va parler un peu de l'école Mitchell-Montcalm. Vous avez, dès que... Vous allez me faire sourire, là. Mais en fait... C'est un projet qu'on s'est battu très fort, là. Effectivement, en fait, que tous les partis proposent, là, maintenant. Dès que vous avez, dans le fond, été candidat, en fait, confirmé comme candidat libéral ici, vous avez justement fait la promesse qu'un parti libéral au pouvoir allait reconstruire une nouvelle école Montcalm. Ensuite, on a vu aussi, même M. Berry-Lausière en promettre une. Même aussi, après ça, il y a une grosse annonce ici de la Coalition Avenir Québec, là, même avec avec M. Legault, qui est venu aussi. Ça a été quoi votre réaction par rapport à ça? Par rapport à cette annonce-là? Pour les gens qui ont pas connu l'historique de ce dossier-là, ici, le centre de service scolaire à Sherbrooke demande une école secondaire depuis longtemps. En fait, c'est quand même relativement simple, une école. Là. On sait combien d'enfants naissent à un certain moment. Donc, c'est facile à savoir que 12 ans plus tard, ils vont être rendus au secondaire. Donc, on connaît
actuellement nos besoins. Donc, depuis quelques années, 2-3 ans, le Centre de services scolaires demande une école secondaire à Sherbrooke, sachant que leur installation à Mitchell-Montcalm, dont le pavillon Mitchell, sont désuets, sont vétus. Puis, sachant que Montcalm n'est pas assez grande pour répondre aux besoins de la clientèle qui s'en vient. La clientèle là, qui est à l'école primaire. Donc là, ils ont un projet sérieux, ils ont analysé ça et proposent des projets au ministère de l'Éducation. M. Legault a refusé pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. La dernière fois, là, à la fin juin 2022, a refusé le projet d'agrandissement ou d'une nouvelle école à Sherbrooke. Moi, là, quand je suis arrivé à Sherbrooke, on effectuait également le transport scolaire. Donc, je suis proche du milieu de l'éducation, je suis proche du centre de services scolaires. Pour moi, c'est un non-sens. Donc, on s'est positionné et dit, écoutez, là, il y a un dossier qui n'a aucun sens. Là. C'est les écoles, c'est l'avenir. Puis en fait, là, on est condamné à les offrir, ces écoles-là. Là. On peut pas se dire, écoutez, là, on va manquer de place, puis c'est pas grave. En fait, là, on a une obligation d'offrir l'éducation aux élèves, puis surtout à Sherbrooke. Donc, pour moi, c'est inconcevable. Donc, notre premier engagement, pas qu'elle était banale, mais c'était de régler un dossier qui était absurde, un refus d'une école, ça n'a aucun sens. Dire, écoutez, là, l'école Mitchell-Montcalm, là, nous, là, puis ma chef était là avec moi, nous, on va le régler le dossier. Dans une première année d'un mandat, là, avec François Weiss, là, on va régler le dossier. On va soit l'agrandir, on va regarder c'est quoi les meilleures options. Soit l'agrandir, en bâtir une autre plus petite. On va regarder avec les gens ici locaux, là, parce qu'on va travailler avec la ville, on va travailler avec le centre de service, puis on va regarder c'est quoi la meilleure option pour bien desservir la clientèle scolaire pour les 50 prochaines années. C'est ça qui est important. Et là, la semaine suivante, on a François Legault qui arrive à Sherbrooke, après avoir refusé 3 fois cette même école, dit finalement, chercher un engagement pour sa candidate qui arrive de Longueuil, puis promet l'école secondaire. Écoutez, là, il a oublié de parler à son ministre de l'Éducation, là. Lui-même a refusé l'école 3 fois, et là, on la promet. Moi, ce que j'entends là, dans cette campagne-ci, c'est une coalition Avenir Québec qui, durant tout leur mandat, n'ont pas pu faire ce qu'il fallait dans plusieurs secteurs, en pénurie de main-d'œuvre, en éducation, en santé, en inflation. Tu sais, ils ont nié l'inflation, ils ont nié la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, une fois, c'est complètement de lancer de la poudre aux yeux au Sherbrookois. Puis maintenant qu'on est en campagne électorale, ben là, on a toutes les solutions pour tout ça. Mais pourtant, on n'a pas été capable d'en faire plus. On n'a pas été capable de régler les dossiers. Puis dans le cas de l'école Mitchell-Montcalm, c'est de régler le dossier qui était en demande même à la fin juin. On a dit non à la fin juin. On nous dit aujourd'hui, mais écoutez, il n'y avait pas d'argent. 2 mois plus tard, en pleine campagne électorale, tout à coup, on a trouvé l'argent et on va dire oui à Sherbrooke. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est vraiment de prendre les Sherbrookois, là, je vais le redire encore aujourd'hui, c'est de prendre les Sherbrookois pour des cons, d'arriver avec une situation semblable en disant que c'est pas de l'opportunisme électoral. Puis des projets d'école à Sherbrooke, il y en a d'autres. On a comme besoin, Sherbrooke, 2 écoles primaires. Mais nous, là, un gouvernement libéral, on va mettre en place ces 2 écoles primaires-là à Sherbrooke, puis on va y travailler dès la première année de notre mandat, parce que c'est essentiel, les écoles et l'éducation. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des choses que l'on peut remettre à plus tard. Parfait. Bien, vous avez répondu à mes prochaines questions. Donc, par rapport au dossier d'éducation à Sherbrooke, donc, on va plus maintenant parler un peu plus de la plateforme du parti sur quelques enjeux. On sait que, bon, le projet fort du Parti libéral en ce moment, c'est le projet éco. Souvent, on entend votre chef mentionner là, pour éco, pour économie, écologie. En analysant ce projet-là, on sait que ce projet-là dépend d'une consommation d'énergie quand même assez énorme. Qu'est-ce que le Parti libéral envisage faire pour répondre à cette demande énergétique-là pour le projet éco? En fait, le projet éco, la base, là, c'est d'allier le développement économique à l'environnement. Notre société est basée sur le développement économique et la qualité de vie des Québécois est basée sur le développement économique. Si on veut se payer des soins de santé, une éducation, puis on peut en nommer plein d'autres, ça prend un développement économique qui va amener de l'argent pour supporter tous nos choix. Donc, en environnement, ça va être la même chose. On va avoir besoin de développement économique fort si on veut prendre des décisions ambitieuses pour prendre le virage climatique qui s'impose. Donc, pour répondre au changement climatique, puis prendre les bonnes décisions, on va devoir avoir l'argent qu'il faut. Donc, c'est de développer des énergies vertes, c'est de développer une économie verte, c'est aussi de continuer à développer notre économie
pour s'assurer d'avoir les moyens. On a parlé d'hydrogène vert. L'hydrogène vert, en Estrie, à Sherbrooke, on a des barrages hydroélectriques. On se retrouve à un certain moment en surplus de production. Il serait facile pour nous d'utiliser l'eau, l'électricité, pour en faire un hydrogène vert. Donc, c'est pas un hydrogène qui est fait de l'électricité nucléaire ou de l'électricité qui est faite à base d'énergie fossile. C'est une électricité qui est faite à base d'eau. Donc, d'électrifier l'eau pour en faire un hydrogène, c'est faire un hydrogène vert. Cet hydrogène vert-là peut être utilisé dans un court rayon, là, pour des besoins de la ville, pour des besoins d'industrie qui ont besoin de consommation à certains moments. On peut utiliser cet hydrogène-là. Puis on parlait d'un train tout à l'heure, donc un train Montréal-Sherbrooke pourrait être également l'hydrogène. Des locomotives à l'hydrogène, là, aujourd'hui, il y a moyen d'en commander. C'est réalisable d'en fabriquer une également. Là, c'est pas quelque chose qu'on invente aujourd'hui au Québec. Là. C'est des choses qui sont offertes ailleurs dans le monde. Donc, on pourrait approvisionner notre locomotive à l'hydrogène par de l'énergie faite à Sherbrooke. Donc, ça, c'est vraiment une expertise qu'on souhaite développer. C'est une expertise qu'on souhaite développer ici. Parce qu'on a créé, il y a 40, 50, 60 ans, toute l'énergie hydroélectrique que l'on peut bénéficier aujourd'hui en 2022. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de plus d'énergie. Cette énergie-là, on va l'avoir en réduisant notre consommation par des meilleures actions, une meilleure isolation des maisons, une meilleure utilisation de l'énergie dans tous les secteurs, dans l'industriel, dans le résidentiel. Donc, c'est vraiment ça. Puis donc, on aura des investissements à faire autant au niveau résidentiel, autant au niveau du code du bâtiment. On a annoncé le projet Rénovert, qui fait en sorte de donner 10 000 d'offrir 10 000 pour des gens qui ont des besoins, qui vont rénover leur maison, mais avec des options plus écologiques, plus énergétiques. Ça fait en sorte qu'on va développer ici la compétence, l'expertise autour de toutes ces technologies-là qui vont répondre aux besoins des changements climatiques. Donc, nous, on est convaincus, tout comme l'électricité l'a été, que dans 20 ans, 30 ans, le Québec sera connu pour son expertise, son élite en changement climatique, en moyens pour répondre aux changements climatiques, en moyens pour répondre à des nouvelles technologies de l'énergie. Donc, c'est vraiment comme ça que nous, on axe le futur développement économique et environnemental au Québec. Ma prochaine question, c'est justement par rapport au projet ECO qui est, selon moi, de mon expertise, de mon point de vue, puis vous me direz si je me trompe, ça fait un beau clin d'œil avec le plan Nord du PLQ lors des années Charest. Au début des années 2000, je m'explique, le Parti libéral prône un programme spécifique. Le projet ECO, c'est relié à l'environnement. Le plan Nord était par rapport aux ressources naturelles et à l'économie. Mais encore une fois, le projet ECO touche une bonne partie de l'économie. Comment vous voyez le plan ECO dans la promotion du Parti libéral, dans la promotion de l'idéologie et de la vision globale du Québec? Puisque moi, à la seconde que j'ai vu ça, j'ai vraiment réagi. Ça m'a fait sourire. On prône un projet multisectoriel, pardonnez-moi, où est-ce qu'on veut rassembler tout le Québec, toutes ses expertises, toute sa population vers un but très commun, avec notamment la promotion d'un projet ECO, un titre accrocheur, comme le Plan Nord. Est-ce qu'on peut maintenant dire que c'est un nouveau Plan Nord du Parti libéral du Québec? Ben, c'est la continuité. Le Plan Nord est toujours là. Il est toujours utilisé, même par les gouvernements qui nous ont suivis. Le Plan Nord a été une bougie d'allumage pour continuer d'axer davantage notre économie sur le développement de nos ressources. Il faut le faire de façon responsable. Et comme je vous le dis, la grande opportunité qui est devant nous pour les prochaines années, ce sont notre capacité à répondre aux changements climatiques et à en trouver des solutions. Puis le programme ECO, c'est vraiment de dire, écoutez, là, au lieu de laisser faire ça par d'autres pays, puis nous être obligés de se procurer cette technologie-là à haut prix, à la place, on va les développer ici, on va avoir l'expertise dans nos universités, on va avoir cette expertise-là dans nos entreprises, et on va pouvoir ensuite de ça l'exporter, la vendre aux autres pays. Donc, c'est vraiment pour nous là une bougie d'allumage, une solution d'avenir, autant économique qu'environnementale pour le Québec. Monsieur Weiss, c'était malheureusement tout le temps qu'on avait pour vous aujourd'hui. On vous remercie encore une fois infiniment pour votre temps. Puis, les attachés de presse vous souhaitent une excellente fin de campagne pour la suite des choses. Bien, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. On avait beaucoup de choses à jaser. Ça passe vite.
Mais écoute, je serais toujours content de discuter avec vous. Puis vous avez des sujets vraiment très intéressants avec vos questions aujourd'hui. On apprécie beaucoup le commentaire, puis on vous remercie infiniment encore. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bonjour à vos auditeurs.